Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire d'entreprendre. On dit souvent que le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et pour arriver du zéro to one, nos entrepreneurs ont créé leur secret sauce pour générer des clients, générer des prospects, mais surtout générer du CA. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir quelqu'un qui est un entrepreneur, mais aussi au service de sa communauté. J'ai l'honneur d'accueillir Jérémy Simon-Klein Angéli. Bonjour Jimmy, ça va? Ça va et toi? Bien, et toi? Comme je te disais, je t'ai toujours appelé Jimmy, d'accord? Ouais. Donc peut-être tu pourras raconter un peu D'où ça vient, ouais. d'où ça vient. Mais si tu le veux bien, donc pendant tout l'interview, je t'appellerai Jimmy. Ouais, y a pas de souci. Ok. Jimmy pour les intimes ou Jimmy pour tout le monde? Jimmy pour tout le monde. Jimmy pour tout le monde? Et Jérémy quand je me fais engueuler par ma mère ou mon père. Ok. Mais tu nous raconteras l'anecdote. Mais déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi en quelques mots, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Ouais. Donc Jérémy Simon-Klein Angéli. Voilà pour les intimes et officiellement. Je suis expert logiciel, diplômé de l'école Innov. J'ai obtenu mon master en expertise logicielle en 2014, à une époque où ça s'appelait encore Ingé-Sup pour les anciens. Et en gros, je suis un développeur plus. Voilà. Ok, tu veux dire quoi par ça? Il y a le développement, il y a le fait de faire. L'expert logiciel, lui, vient concevoir. Donc il comprend d'abord le besoin en fait de ses clients pour ensuite le travailler. C'est un petit peu comme l'architecte et le maçon. Un expert logiciel, il fait les deux. Ouais, il s'occupe de faire les plans, puis de fabriquer la chose derrière. Ok, top. Alors bon, te connaissant, je sais que t'as pas tout dit. Ouais. Mais on va y arriver parce que tu as quand même, moi je pense, un gros background, beaucoup de compétences sur le côté soft skill qui ont fait que tu es arrivé là où tu es. Tu vois, tu n'es pas un simple développeur pour moi. Tu vois, pas plus tard que avant-hier, je vais dans les couloirs de la mêlée et je vois ta photo. Et je me dis, ah ok. Donc il n'est pas entrepreneur dans l'informatique seulement, il a créé des choses. Et je sais pas c'était quoi ta boîte que tu avais fait pour que tu apparaisses sur le mur des startups. Ouais. Mais peut-être parle-nous de ça. Alors effectivement, quand j'ai eu mon diplôme en 2014, en fait, pendant l'alternance que j'avais chez Thales Alenia Space, je travaillais sur des systèmes satellites en tant que tech. Et avec mon meilleur ami Sébastien Garel, qui est encore mon associé aujourd'hui, on discutait beaucoup de politique. Et on débattait alors qu'en fait on est tout à fait d'accord en fait sur les débats politiques, mais on adorait débattre. Ouais, et un jour sa femme nous dit mais bon, vous commencez à nous saouler parce que vous êtes tout le temps d'accord mais pourtant vous débattez pendant des heures, vous n'avez pas envie de discuter avec des gens qui sont pas du même avis que vous ou en débattre sur internet. On lui a dit mais en fait non, on voudrait pas sortir de l'anonymat. Il dit mais il n'y a rien qui vous permet de faire ça. On dit bah il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux, mais on va s'afficher quoi. Elle dit mais il faudrait créer un truc comme ça. Putain, Virginie, c'est génial comme idée. Et on s'est dit viens, on crée une société là-dessus où en gros la première boîte s'appelait Equivote. On récupérait les projets de loi et les propositions de loi de l'Assemblée nationale et du Sénat et on les vulgarisait pour permettre aux gens de les comprendre et de dire s'ils étaient pour, neutres ou contre, de manière complètement anonyme. D'accord. Ouais, donc on a lancé cette première boîte-là, c'est comme ça qu'on a atterri à la mêlée, parce qu'on a développé pendant 2 ans. Et quand il a fallu commercialiser, on s'est dit mais comment on commercialise ça? Et on nous a dit allez voir la mêlée et la cantine à Aubusson, et il y a sûrement des gens qui vont vous aider à commercialiser. Ok. Alors, donc déjà là, tu évoques pas mal de questions sur le côté, je crée un projet parce que je vois qu'il y a quelque chose dans mon côté personnel que j'aurais bien aimé résoudre. Un besoin. Un besoin déjà personnel. Et aussi un besoin, peut-être client que tu n'as pas tout de suite trouvé pour trouver le business model. D'accord? Donc moi, j'aurais déjà aimé que tu me parles de ta cible pour ton entreprise Devaxys. D'accord? De comment tu es arrivé là, qu'est-ce que tu vends, quel est un peu ton mindset, donc parle-moi de tout ça. Alors Devaxys, on a un cabinet d'expertise logicielle. Je suis revenu à mes premières amours. J'ai créé plusieurs sociétés, donc une dans la démocratie participative, Equivote. On avait une autre dans la restauration qui s'appelait Steady Cook. Il y a eu le Covid qui est passé par là, qui a fait beaucoup de mal au secteur de la restauration. Et une autre dont je te parlerai tout à l'heure. Et
sorti de Covid. Donc j'ai pris un poste de directeur technique que j'ai quitté maintenant. Et je me suis dit, je vais revenir à ce que j'aime faire le plus, c'est-à-dire créer des choses. Ouais. Et plutôt que de chercher le besoin des clients et de faire des projets, j'ai dit, je vais aider des entreprises à répondre à leurs besoins. Donc c'est ce qu'on fait chez Devaxys. On audite les sociétés TPE, PME. Okay. On fait des cahiers des charges, donc on fait une conception et ensuite on les crée de A à Z. On fait vraiment du logiciel sur mesure. Bon, en gros, tu es une ESN, quoi. On n'est pas une ESN dans le sens où on fait tout en interne. C'est-à-dire, on ne va pas envoyer des devs chez le client. Okay. On est plutôt une fabrique de logiciels. On nous demande de faire et nous, on produit le logiciel pour le rendre ensuite à l'entreprise derrière. Ok, d'accord. Donc toi, ce que tu fais, c'est un côté sur mesure. Ok. Tu travailles pour les TPE et les PME. Ouais. Et ce côté TPE, PME, comment tu arrives à trouver ces clients? Surtout les TPE, on ne va pas se mentir, ils n'ont pas d'argent. Alors, en ce moment, c'est dur. Okay. La situation, je pense qu'elle est un peu dure pour tout le monde. Ouais. Mais après, en fait, tout dépend de leurs besoins. Tu dis, ils n'ont pas d'argent, mais ça dépend aussi de ce qu'ils veulent derrière. On a beaucoup de clients auxquels on dit, bon, on ne va pas vous faire du sur-mesure parce que vous n'en avez pas besoin. Par exemple, on a un site e-commerce qui nous a demandé de faire un truc vraiment bien léché, etc. en termes de design et tout. On lui a dit, mais en fait, si vous avez un budget de 5 000 €, faites un WordPress. Et vous aurez un super WordPress qui fonctionnera très bien. On ne va pas vous faire un site à la main. Alors, j'ai une question, parce que là, tu me dis que le client, il te demande quelque chose, et toi, tu vas lui dire, mais en fait, c'est peut-être pas ça que tu recherches. Déjà, première question, est-ce ton métier de faire ça, de conseiller? Parce que tu sais, on est dans l'informatique, et il y en a beaucoup, ils vont voir un projet, ils savent que le projet ne sera pas viable, ils vont le faire quand même, parce qu'à la fin, on doit manger. Donc toi, tu arrives à prendre ce temps quand même pour conseiller le client et lui dire peut-être ce que vous demandez, ce n'est pas ça qui va vous rapporter des sous, c'est autre chose. Et peut-être le autre chose, si vous ne le prenez pas, peut-être vous allez perdre. Et tu prends le risque aussi que cette personne te dise, bon, j'ai compris ce que vous m'avez dit, je vais pas continuer avec vous. C'est pas un risque en soi, parce que notre rôle, la première étape, c'est le conseil. On rencontre, on discute et on voit le besoin. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a un projet de start-up en fait, dans la fashion, dans les vêtements, qui nous a demandé un projet et je lui ai dit mais en fait c'est trop tôt. Il voulait un truc très très innovant. Je lui ai dit mais en fait le budget va être énorme et si vous ne savez pas en fait comment attaquer le marché, si vous n'avez pas un business plan qui est carré, vous allez prendre énormément de risques en allant faire un prêt ou aller chercher des financements. Donc c'est de la sueur, c'est du sang, c'est du stress. Et ça sert à rien de se mettre le stress d'un budget logiciel là maintenant, alors que vous n'êtes même pas sûr en fait d'avoir les clients derrière. Non mais c'est ça qui est bien avec toi. Moi je pense que tu as ce côté où tu es dans le côté humain, où il y a le business et tu as quand même cette dualité, business humain, et moi je trouve ça vraiment top. Et peut-être même c'est pas une dualité, c'est une complémentarité. Complémentarité, quoi. Ouais. Et ça c'est bien. J'aurais une question pour toi, parce que tu as été auto-entrepreneur. Ouais. Ok. Maintenant tu es entrepreneur d'une société. Ouais, d'une SARL. D'une SARL, ok. Donc la question c'est, quand tu étais auto-entrepreneur, est-ce que tu te posais la question, si demain je suis malade, qu'est-ce que je fais? Ouais, tu te la poses souvent. En plus, j'avais pas de mutuelle. Oh. Donc c'était un énorme danger, parce que si t'as plus de sous, que t'as pas de mutuelle, tu te retrouves très vite en difficulté. Ça m'est arrivé à un moment. Mais c'est le gros danger. C'est ça la différence principale en fait entre l'auto-entreprise et quand t'as un associé. Quand t'as un associé, tu peux te reposer sur lui. C'est vraiment la personne la plus importante de la boîte. C'est la personne qui peut aller à ta place à un événement, rencontrer un client quand tu vas pas bien, quand t'es malade, que tu dois rester chez toi. C'est ça la grosse diff. Effectivement, quand t'es en auto-entreprise, tu te dis, mais là, si je suis malade pendant une semaine, si je chope le Covid, je peux pas faire mon boulot. Du coup, je vais mettre les clients dans la panade. Comment je peux faire? Et le Covid, tu as vu ça comme une opportunité ou un danger? Alors, pour le coup, je l'ai vu comme une opportunité parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée. Mais après, niveau business, non, je pense que c'était plutôt cool parce que les gens ont eu le temps de réfléchir et de se dire, on n'est pas assez numérisé, on va peut-être avoir besoin de logiciels. Et là, du coup, coucou. et de passer à... Alors, tu passes à une SARL, ok. Et là, tu as beaucoup de charges qui vont venir. Ouais. D'accord.
Est-ce que toi, tu t'es dit, ok, il faut que je sois accompagné, ou tu t'es dit juste, ben en fait, j'ai plus de clients, je vais grossir, donc... Là, faut prendre la casquette de commercial Ok. et aller chercher des clients, quoi. Alors, on a la chance d'avoir des partenaires commerciaux. Ok. Euh, salut Carole Bonnemain et salut Antonio Lorenco. Je connais pas, mais Voilà. on salue. Voilà, qui nous apportent beaucoup d'opportunités. Ok. Et on a la chance d'avoir un réseau extraordinaire avec JS&Co, qui est une asso qu'on a à côté. Et justement, là, tu parles de JS&Co, Ouais. et il y a tellement de choses à dire avec toi que malheureusement, On n'a peut-être pas le temps. mais de- on aura peut-être un autre podcast. Ouais, carrément. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé que tu nous parles de l'importance du réseau pour mettre en place son business, pour que son business soit périn, quoi. Ouais. Bah, le réseau, déjà quand on se lance dans l'entrepreneuriat, Ouais. il y a plein de questions. Quel statut je dois choisir, comment je vais trouver mes clients, quel prix je dois mettre en place, est-ce que mon produit va fonctionner, qu'est-ce qui se passe si il y a cette situation-là. On a plein de questions. Déjà, le fait d'avoir des gens autour qui ont du vécu, Ouais. c'est important parce que déjà ça rassure, Ouais. ça permet d'éviter de faire des conneries, tout Oui. simplement. Mhm. Ça permet aussi d'avoir des opportunités qui arrivent. Donc le réseau, c'est primordial. Top, On parlait de JS&Co. Ouais. Mais oui, Grâce à la mêlée, qui est l'association dans laquelle là on a les locaux. du coup. Grâce à la mêlée, on a rencontré tous nos clients. C'est uniquement comme ça nous qu'on les a rencontrés. Tu es le deuxième qui me parle de la mêlée, donc Ouais. faudrait qu'un jour qu'on arrive à interviewer peut-être l'un des Edouard hauts Forzi, responsables. Edouard Forzi, Mathias Estagno. Ok, Enfin, faut vraiment les interviewer. Ouais. top, top. Alors là, tu sais, dans ce podcast, on essaye toujours d'avoir un côté un peu fun, ok, Ouais. pour découvrir un peu le mindset de nos entrepreneurs. Ok. Donc nous, ce qu'on va te proposer, tu as à ta droite quelques cartes de jeu. Ouais. Ok. Tu vas, alors pas celle-là, Pas celle-là. mais les trois cartes qui sont là, ouais. Et tu vas devoir choisir l'une de ces cartes, donc l'un des jeux que tu vas choisir. Et puis de ce jeu, on va expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que tu as choisi. Montre-nous Je ça à choisis l'écran. Mensonge et et vérité. Alors attention avec cette première question chez vous. Et ouais. Top. Alors mensonge ou vérité, c'est très simple. Tu vas nous dire un mensonge ou une vérité, ou deux mensonges ou deux vérités. Ouais. Freestyle, ok. Et nous, on va devoir comprendre, déceler le petit truc qui va nous amener vers soit c'est un mensonge, soit c'est une vérité, ok. Ok. Top. Donc, on lance le générique et on est parti. Top. Donc, tu as 60 secondes pour nous raconter tes mensonges ou tes vérités. Alors, premier mensonge. Imagine le contexte, on est en 2018, je viens de lancer mon auto-entreprise et premier client qui me contacte, anonyme, qui me dit voilà, on a besoin d'un logiciel pour faire la gestion de projet autour d'un jeu vidéo. Alors moi je me dis c'est une petite start-up, etc. C'est cool, ils veulent se cadrer. Et il me dit par contre ça serait bien qu'on se rencontre par email. Il dit bah, très bien, je regarde le profil LinkedIn, développeur de jeux vidéo avec petite appétence pour le game design, voilà, qui sort d'une école de Montpellier. Il me dit bah, ça serait bien qu'on se rencontre à Montpellier. Alors moi à l'époque j'ai pas trop de sous, etc. Il me dit ah, mais c'est pas grave, on paye le trajet, donc j'y vais, je prends le train, j'arrive là-bas. Et après une demi-heure de bus, je me retrouve devant les locaux d'Ubisoft. Voilà, et je me retrouve à faire la réunion dans la salle de réunion de l'équipe d'un jeu d'assassin, pour ne pas citer le nom, qui avait besoin pour les 2 prochains jeux vidéo, Assassin's Creed, vous avez compris, d'avoir un logiciel de gestion des équipes, parce qu'ils sont 80. Okay. Et la gestion des tâches est un petit peu plus complexe que sur une équipe de 10 personnes. Donc je me retrouve à faire un logiciel pour la gestion en fait, des 2 prochains Assassin's Creed chez Ubisoft. Alors sa première histoire. Okay. La deuxième, avec le cofondateur, le fondateur Thibault Lefort de JS&Co. Un jour il me dit est-ce que tu serais capable de récupérer des produits sur AliExpress et de les revendre sur Amazon ?
Et je lui dis, ça dépend, pourquoi tu veux faire ça? C'est du dropshipping basique, est-ce que tu serais capable de le faire? Je dis, ok, on va tester. Je fais un petit script en Python, autour d'un petit café chez lui, et j'arrive à récupérer à peu près 150 produits en 10 secondes, avec les fiches, etc., les mettre dans un Excel, et je dis, ok, 150 en 10 secondes, on va estimer, je suis capable de t'en faire 10 000 dans la journée. Il me dit, ok, et est-ce que ça te dirait qu'on fonde une boîte? Ok, très bien, mais est-ce que ça te dirait qu'on optimise? Pourquoi pas? Comment on optimise ça? On a tapé optimisation fiscale sur Google, on a trouvé l'Estonie. Il me dit, viens, on crée une boîte en Estonie. Et le lendemain, il est parti à Paris, à l'ambassade estonienne, pour demander comment on crée une boîte. Il a demandé sa carte de citoyenneté. Il est parti à Tallinn 2 semaines après. Et on a fondé une boîte en Estonie. On récupérait 150 000 produits par jour sur AliExpress pour les transformer, les vendre sur Amazon Europe en passant par des stocks en Australie. Voilà. Mais tu sais, en plus, les deux histoires, en te connaissant, ça peut être vrai. Ou ça peut être faux. Ou ça peut être faux. En plus, alors, moi, je dirais le côté, déjà, tu me parles d'Ubisoft, je sais que tu aimes les jeux vidéo. Ouais. Donc, pour créer un mensonge, utiliser sa passion. Ubisoft, tu me dis Assassin's Creed, c'était quelle année? C'est 2018. C'était quel numéro d'Assassin's Creed? De souvenir, c'était le Odyssey, qui était en cours de développement. C'est celui d'avant. C'était celui d'avant. Il y a eu le Odyssey, il y avait le Origins, je sais plus lequel était... Non, c'est ça. Ça t'a marqué tellement que tu ne sais même plus... C'était sur les deux Assassin's Creed qui sont sortis dernièrement, là. Ok, bon, d'accord. Et l'autre, pour Thibaut, script en Python... Tu as eu du mal à scraper Casper, alors il y avait le Python pour le traitement des datas en Excel, et après c'est un script en JS, en Casper JS. D'accord. En Python, c'est quoi? Simplement Beautiful Soup? Non, c'était... alors il y avait Beautiful Soup pour le scrapping, mais c'est là où on a pris Casper JS après, parce que c'était plus rapide pour le coup. Et t'as pas eu de blocage? Beautiful Soup Non. Non. Par contre c'était Panda, après pour le traitement des datas. Je te crois pas. Alors lequel est un mensonge, lequel est une vérité? Alors, franchement, tu as bugué un peu pour la version d'Assassin's Creed. Et après, ça remonte. Hein. Pour scraper aussi simplement AliExpress, je dirais les deux sont faux. Les deux sont faux? Les deux sont faux. Ubisoft, c'est faux. Ouais. Et la boîte en Estonie, c'est vrai. Ah non. C'est vrai. Vous l'avez toujours? Non, on l'a fermé. Ok, et ça a généré du CA? Ça a généré un petit peu de CA sur les premières semaines, grâce au bag Hello Kitty. Non. On avait des pics de produits, de vente de produits. Sur 150 000 références de produits par jour, tu te doutes que des fois, il y a des dingueries. C'était les draps et les oreillers qui nous ont fait le max de CA. Et de souvenir, on a fait 2 000, 3 000 euros avec les draps en quelques semaines. Et EBITDA aussi? De quoi? De l'EBITDA. En gros, est-ce que tu as généré du CA, mais tu as eu des dépenses? Au tu as eu final, des bénéfices? on s'est pas rémunéré. C'était pas assez. Et surtout, on a eu un appel du fisc. Alors, on savait qu'on allait avoir un contrôle fiscal parce qu'on était des Français qui ouvraient une boîte en Estonie en passant par des déclarations de stock en Australie. C'était assez alambiqué. Non, puis au final, on a eu un petit contrôle juste pour voir que tout était au carré. Ça n'a pas tourné plus que ça. On a essayé de retransformer ça dans les crypto-monnaies. Et ça s'est essoufflé un petit peu avec le temps, quoi. Je pense qu'il faudra 4 podcasts. Ce qui serait bien, c'est d'avoir Thibaut Lefort. C'est quoi? Ce qui serait bien, c'est d'avoir Thibaut Lefort, avec qui on a lancé ça, parce que lui, pareil, il y a des histoires mais à la fin, je te demanderai justement si tu veux bien nous donner quelqu'un à interviewer pour les prochaines fois. Mais une petite dernière question. Tu as parlé de l'Estonie. Il y a beaucoup de gens qui pensent à quitter la France. D'accord? Trop fiscalisé, voilà. Alors, vu que tu as tenté un peu l'expérience, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles, quelque chose que tu trouves qui est assez facile d'accès? Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Alors, c'est très simple de créer une boîte en Estonie, en tout cas. Dans les autres pays, c'est pas. Enfin, chaque pays a ses process différents. Moi, je vous conseille de rester en France. Ah ouais, ok. On est le pays où c'est le plus facile de créer une boîte.
Vous allez sur le site de l'INPI, je crois que c'est guichet unique. Ça prend littéralement 1 heure grand max, si vous ne connaissez pas, le temps de vous renseigner et tout. Et surtout, il y a plein d'aides en France, quoi. On a beau dire que la fiscalité, elle est dure, c'est vrai. C'est vrai qu'on a beaucoup de charges, mais après, on a toutes les aides derrière. On a la Sécu, on a le chômage quand ça ne va pas. On dit que Pôle emploi, c'est le premier investisseur de France. C'est vrai, ça aide énormément de monde à se lancer. Ça t'a beaucoup aidé ? Moi, ça m'a énormément aidé. Les 3 boîtes que j'ai lancées, à chaque fois, j'avais le chômage. Et ça aide, quoi. Mais tu sais, on voit souvent le chômage comme un échec, et on finira un peu là-dessus pour cette première partie. Toi, tu en penses quoi de ce côté ? Tu sais, surtout quand on vient pas d'une famille d'entrepreneurs, peut-être toi, tu viens d'une famille d'entrepreneurs ? Pas du tout. Pas du tout ? Non ? Donc justement, c'est d'où tu viens aussi, parce que c'est cet amour pour l'entrepreneuriat que tu as. Parce que, comme je dis, tu as beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Malheureusement, on va limiter à une vingtaine de minutes le podcast. Mais on dirait que tu as ce côté social, ce côté entrepreneurial, mais on dirait que c'est quelque chose qui t'a été donné peut-être via la famille, l'entourage. Ouais, c'est mon papa et ma maman, tout simplement, qui m'ont toujours dit de faire ce que j'aimais. D'accord. Mon papa était plus sur la sécurité. Il m'a toujours dit sécurise ta situation, donc prends pas trop de risques. Oui. Là où ma mère elle me poussait plus à fais-le et puis tu verras si ça te fait plaisir de le faire. Il y aura forcément quelqu'un qui va s'intéresser à ce que tu fais. Voilà, donc le côté un petit peu plus sécurité sur le côté paternel, un petit peu plus fougueux sur le côté maternel, quoi. C'est top. En suivant leurs conseils, tu finis par créer des boîtes, des assos et te faire plaisir tous les jours, quoi. Et à créer des boîtes en Estonie. Ouais. Ça, c'est une dinguerie, mais c'était Thibaut Lefort, quoi. Ok, top. Alors là, tu sais, on va un peu finir ce podcast par un deuxième jeu. Et ce jeu, ça va un peu être le jeu qui va voir si tu arrives à avoir l'éloquence ultime de l'entrepreneur. D'accord ? Ouais. Donc on appelle ce jeu l'ABCDR. Et c'est un jeu très simple. Je vais commencer par une phrase. Alors Jimmy, comment vas-tu ? Et toi, tu vas commencer ta phrase par la lettre qui suit. Ben, ça va bien. Ouais. Tu vois le truc. Je vois que tu m'as donné des petites fiches voilà. Pour m'aider. Je t'ai donné des petites fiches. Et donc sur ces petites fiches, tu verras qu'il y a les petites lettres. Donc il y a 2 niveaux. Soit le niveau simple, voilà. où tu prends les petites lettres et tu dis ah ok, je suis à la lettre B. Soit en niveau difficile, tu te dis ouais, j'en ai pas besoin. Je pense que j'en ai besoin. Tu vas en avoir besoin. Juste pour me rappeler. Top. Ok, donc on lance le générique et let's go. Top, c'est parti. Et on est bientôt parti. D'accord ? Et on commence dans 1, 2, 3. Alors, comment décrirais-tu ton activité principale aujourd'hui ? Écoute, si je devais résumer Devaxys, je dirais que c'est du conseil, de la conception de logiciels et du développement et du maintien opérationnel. Top. Comment arrives-tu à te démarquer avec tes concurrents ? D'abord, par 15 ans d'expérience dans la conception logicielle et surtout par un accompagnement vraiment de l'entreprise, pas que de la conception du développement. En quoi ton produit ou service répond à un besoin marché ? Franchement, chaque entreprise en fait a des petites épines dans le pied. Chaque équipe a besoin en fait d'un petit plus en termes logiciels. Une boîte mail, un fichier Excel, ça suffit pas à tourner une boîte et nous on apporte ce petit sur-mesure qui fait que la boîte devient plus productive. Et globalement, quelle est ta vision du marché dans les prochaines années ? Honnêtement, je pense que l'IA va énormément bouleverser les choses parce qu'il y a pas mal de sociétés qui vont plus faire appel à des cabinets sur mesure comme nous, qui vont essayer de le faire eux-mêmes. Et du coup, ils vont venir une fois qu'ils auront fait des bêtises. Parce que faire un logiciel, malheureusement, ça se fait pas que avec de l'IA. Il y a pas mal de conception derrière. Je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin de cabinets sur l'idéation du logiciel, plus que sur le développement. Okay. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA avec le côté no-code et qui font des projets incroyables, mais après qui bug énormément. D'accord ? Donc, qu'est-ce que tu penses de cette vibes no-code, IA ?
Je pense que c'est une perte de temps quand on ne sait pas bien l'utiliser parce qu'on est obligé de revenir dessus. C'est bien pour lancer des prototypes, mais attention au code que ça fait parce que pour l'instant, c'est pas du code d'expert, quoi. KPI. Qu'est-ce que ce mot t'inspire? Le suivi. Mais quel est aujourd'hui ton plus grand frein à ta croissance? Nonobstant les taxes de l'État. Bien joué. Je le préparais celui-là. Nonobstant les taxes qui sont imposées par l'État, le plus grand frein à la croissance, c'est le fait que la situation des TPE-PME est pas facile, qu'elles ont souvent peur de dépenser pour un logiciel sur mesure, alors qu'en fait un accompagnement bancaire, ça suffit largement à refaire gagner de la productivité avec un logiciel sur mesure. Et où vois-tu ton entreprise dans 10 ans? Pour être honnête, avec 300 employés qui sont ultra motivés comme ceux qu'on a actuellement, comme notre équipe de choc actuelle, mais fois 100, quoi. Et quand as-tu su que ton projet pouvait réellement fonctionner? Réellement, quand on a un client qui nous a signé le devis quand j'étais en auto-entreprise et qui a dit on part sur un très gros contrat, où là j'ai fait wow, ça devient réel. Il va falloir se lancer, je pourrais pas le faire tout seul. Et là je me suis dit il y a un truc concret. Ouais. Selon toi, quel est ton atout le plus fort face à la concurrence? Témérité. La témérité. Une décision stratégique récente a-t-elle vraiment changé tes résultats? Vraiment non. Je reprends. Vraiment non, il n'y a pas de décision stratégique qui change les résultats. En fait, c'est le travail de tous les jours qui change les résultats. C'est le fait d'être là le matin à 9h et de partir à 20h, 23h quand il faut être là. Ça change les résultats. Web marketing, webinaire, workflow. Ça t'inspire quoi? Qu'est-ce que tu choisirais? Xylophone, ça m'inspire un xylophone. Non, mais... J'ai pas de mot avec le X. Ah, mais... Ouais, alors moi j'ai ma stratégie, mais... Webinaire, alors vas-y, c'était webinaire. Webinaire, web marketing, webinaire, workflow. Alors, c'est secteur un peu particulier, ça m'inspire le X. Pourquoi? Parce que, alors on en parlait avant le début du podcast, j'avais un patron qui m'avait appris qu'il y avait les 4 plus grosses régies publicitaires du secteur des sites pour adultes qui sont à Toulouse. Mm-hmm. On est la capitale de la régie publicitaire pour adultes. Okay. Et j'avais assisté à un webinaire sur ces régies-là. Et ça parlait que de workflow, de KPIs, etc. Et ça parlait à aucun moment de sujet tabou. Voilà, donc ça m'inspire ça. Bien joué, pas mal Jimmy. Bon, on te donne pas le point, malheureusement, xylophone. Ouais, xylophone. Bah c'est dur, hein. C'est dur le X, hein. Ouais. Mais en tout cas, c'était vraiment top de t'avoir. Alors, on arrive à la fin de ce podcast, mais l'une des choses que l'on demande avant de se quitter, c'est si tu as bien aimé le moment, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander Ouais, complètement. Il y a Simon Faux, okay. avec qui on gère JS & Co, donc l'association de développeurs et d'entreprises à Toulouse. Okay. Pareil, lui, il a plein d'histoires incroyables à raconter. Edouard Forzi, bien sûr, patron de la mêlée, qui est grâce à qui on n'aurait pas la boîte aujourd'hui, et grâce à qui on n'aurait pas fondé les 3 boîtes qu'il y a eu avant. Le réseau. Ouais, le réseau. Le réseau, Edouard Forzi, incroyable monsieur. Mathias Estagno, aussi. Mais oui, mais Mathias, on l'aura là. Ah, il va falloir. Obligé. En plus, c'est un homme de radio, donc il va parler comme ça, il va dire bonjour, je suis Mathias Estagno. Top. Ok, on a retenu ces noms. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La réussite, plein de clients, et d'être toujours avec le sourire en allant au boulot le matin. Ah, mais je te le souhaite, et moi je suis sûr que te connaissant, tu vas arriver très 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 loin. Peut-être tu aurais aimé arriver à la taille d'une ESN? Ouais, mais ça viendra. Ça viendra? Ça viendra peut-être pas avec la boîte actuelle, peut-être, je nous le souhaite, mais l'entrepreneuriat, c'est faire des conneries et rebondir. C'est ça le plus dur, et c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Top. Donc je te remercie, et
Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce podcast. C'était Histoire d'entreprendre. Et c'était un plaisir de t'avoir, Jimmy. Partagé. Et à une prochaine. Merci à toi. Ok. Merci à vous tous. Ciao.